D'accord. Donc, je vais présenter le prochain orateur qui s'appelle Laurent Mastorgio. Laurent Mastorgio est docteur en histoire. Il est professeur d'histoire dans l'éducation nationale en collège, un collège REP+, à Châtellerault. Et donc, le sujet de son intervention, c'est les défis de la transmission dans le cadre de l'enseignement public. C'est à vous, Laurent. Je vous remercie, monsieur. Donc, en effet, l'intitulé de cette intervention est très ambitieux et il est évident qu'en 30 minutes, il me sera impossible de faire le tour de cette question aussi vaste qui recouvre des aspects allant des programmes aux connaissances, aux compétences, en passant par les questions de méthodologie ou des liens avec la recherche actuelle. De ce fait, dans la mesure où je suis simplement un professeur de terrain, je vais aussi me limiter à aborder des éléments du terrain, des exemples concrets qui pourront devenir autant de questions, elles aussi tout aussi concrètes, qui pourront devenir des points d'interrogation. Alors, dans la mesure où mon quotidien précisément est aussi très vaste, j'ai opéré des choix qui vont se porter sur 3 points. J'aborderai dans un premier temps la notion de communication, tout ce qui a trait à la communication, les défis liés à la communication. Dans un second temps, j'aborderai une notion assez vaste qui aura lieu, qui s'approchera de la notion de confiance. Et puis, dans un troisième temps, finalement, ce qu'on pourrait appeler l'ambiance au travail. Alors, afin de replacer les choses dans un cadre un peu plus général, et pour compléter la présentation qui vient d'être effectuée par Monsieur le Président, je dirais donc que mon collège fait partie des 250 établissements REP+ de France, que donc il se trouve dans l'enseignement public, dans la ville de Châtellerault, département de la Vienne, que nous accueillons 630 élèves, lesquels proviennent essentiellement du quartier dans lequel se trouve le collège, un quartier d'immeubles avant tout, créé dans les années 70 et qui permet au collège de recevoir à peu près 40 nationalités différentes. La ville de Châtellerault en elle-même, c'est 35 000 habitants et une ville qui finalement a les honneurs de la presse régulièrement quand elle rencontre des difficultés économiques avant tout. Les élèves qui nous proviennent sont essentiellement de confession musulmane. On s'en rend compte par exemple lors des grandes fêtes musulmanes puisque les effectifs de nos classes sont allégés d'en moyenne 50% des élèves. Me concernant, ça fait 17 ans que j'enseigne dans cet établissement. Établissement dans lequel j'essaye d'apporter, je dirais, une vision chrétienne de l'enseignement, chrétienne catholique de l'enseignement, dans un collège laïque. Alors, je suis donc confronté quotidiennement à je dirais, une éternelle jeunesse, puisque le seul qui vieillit dans la classe, c'est moi, finalement, depuis 17 ans. Et il n'en demeure pas moins que cette jeunesse se transforme, se renouvelle, change, qu'elle évolue. Et que de ce fait, il me faut, moi aussi, si ce n'est changer, du moins évoluer, m'adapter. Alors, je passerai sous silence ce qui serait finalement le premier défi, celui de savoir s'adapter aux changements permanents des interlocuteurs. Et pourtant, il sous-tendra l'essentiel de ce que je pourrais évoquer ici. Je vais donc débuter dans un premier temps avec ce que j'appellerais savoir communiquer. Et dans ce savoir communiquer, j'aurai 3 étapes. Je verrai dans un premier temps le bon langage, puis ce que j'appellerai les ficelles de la transmission, et je terminerai par le cas concret des élèves allophones. Alors, le bon langage. Partons d'un constat, la langue des adolescents évolue, la langue du quartier est quelque chose qui existe bel et bien, les parents ne parlent pas tous français, et la maîtrise du vocabulaire ne cesse de se dégrader. Tout cela, bien donc, pourrait brosser un tableau assez négatif. Alors, à ces questions du langage strictement verbal s'ajoute tout ce qui a trait naturellement au non-verbal et qui doit aussi être pris en compte afin de mettre en place une bonne transmission des connaissances. Ces éléments du non-verbal font partie
de ce que j'aborderai dans mes secondes et troisième parties, donc j'y reviendrai ultérieurement. Après avoir opéré donc le constat de ces difficultés, pourrait-on dire, liées au langage, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en tirer? L'enseignant a pour devoir d'assurer la transmission de connaissances et de compétences qui, dans le cadre de l'enseignement public qui est le mien, sont référencées dans les programmes et dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale. Cette mission, l'enseignant se doit de l'accomplir avec un langage approprié, celui de sa matière, un langage spécifique, un langage scientifique, afin que des concepts précis soient enseignés. Alors, s'il est naturel ou plutôt normal, que le niveau de langage de l'enseignant soit supérieur au niveau de langage de l'élève, de l'enseigné, il n'en demeure pas moins que les deux doivent se retrouver autour de ce langage commun et qu'il faut pour cela qu'il y ait un minimum d'éléments qui puissent être partagés. Or, dans la situation qui est la mienne, dans ce que je vis dans mon établissement, force est de constater que les éléments de langage que eux et moi, les élèves et moi, pouvons avoir en commun, sont de plus en plus limités et ténus. On peut évoquer ce qu'on appelle d'ordinaire la baisse du niveau, sur laquelle je reviendrai plus tard. Il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de nationalités différentes, que la langue française soit celle de l'école mais pas de la maison, etc. Je me dois donc d'avoir un bon niveau de langage et un bon niveau d'exigence. C'est aussi un terme important et un thème important sur lequel je reviendrai, parce qu'il est capital d'assurer une réussite scolaire, une intégration sociale, voire une élévation sociale à mes élèves. Et l'outil que nous devons partager, le langage, n'est pas maîtrisé par tous. Premier défi, que doit-on faire face à cela? Eh bien, face à cela, on peut essayer de mettre en place quelques ficelles de la transmission. C'est mon deuxième point. Je suis persuadé qu'il vous est à tous arrivé d'utiliser certaines des ficelles que je vais évoquer ici, et je suis parfaitement conscient du fait que je vais enfoncer, pourrait-on dire, des portes ouvertes en disant ce que je vais dire. En revanche, ce qui, dans nombre d'établissements, relève de l'épiphénomène, eh bien pour moi, c'est un élément essentiel. J'ai donc à descendre au quotidien vers ceux que je dois élever en acquérant une partie de leur culture, ou plutôt de leur langage, afin ensuite de pouvoir les élever vers le niveau dont j'estime que c'est le bon niveau de langage. J'ai donc un travail de traduction à opérer, un travail de transcription qui s'opère au quotidien avec le souci d'une double formulation. Il y a l'objectif de comprendre celui qui est en face de moi et de me faire comprendre de lui. Et aussi curieux que ça puisse paraître, eh bien, c'est finalement quelque chose qui devient de plus en plus compliqué et qui devient du domaine du défi. Alors, quelques éléments qui me permettent de faire face à cela. Eh bien, tout d'abord, j'expose ce que je veux faire passer à mes élèves dans un vocabulaire qui leur est aisément accessible. Et puis ensuite, je répète, je reformule ça dans un langage plus soutenu, plus conventionnel, pourrait-on dire. De mon côté, ensuite, j'écoute leurs réponses avec leur formulation, leur vocabulaire, et puis ensuite, nous essayons de traduire cela ensemble dans un langage, là aussi, plus soutenu. Lorsqu'on arrive dans le domaine des textes écrits, et vous savez que l'histoire est amenée, puisque j'enseigne l'histoire, est amenée à étudier des textes qui peuvent parfois être complexes pour les élèves, qu'on pense aux textes qu'on doit aborder en quatrième, par exemple, et qui sont ceux des philosophes. Eh bien, nous lisons le texte que nous devons étudier, et puis c'est le début, à ce moment-là, d'un long et d'un lent travail lexical, propice à la constitution d'un lexique, d'un répertoire que nous mettons en fin de cahier et qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus important que celui qui est fourni à la fin des manuels. Et puis à chaque fois, il y a donc une étape importante, vous l'avez vu, qui est l'étape de la reformulation. Lorsque la reformulation peut être effectuée par un tiers, c'est quelque chose d'important à chaque fois parce que ça
ça met en relation les élèves entre eux, c'est plus l'enseignant qui intervient. Et puis j'étais très heureux d'écouter ce que disait Madame Abray précédemment, puisque j'ai noté des similitudes qui peuvent exister entre ce que j'essaye de mettre en place et ce qui peut être dispensé dans le cadre de son enseignement aussi. Et cette notion d'entraide qui a été évoquée, eh bien, elle est importante. Permettre aux élèves de se montrer l'un à l'autre ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris, ce qui leur permet de se trouver valorisés aussi du même coup, et puis de montrer à leurs camarades que la marge de progrès existe. Alors, on pourrait penser que dans cette manière de procéder qui vise à reformuler à chaque fois, on pourrait retrouver une espèce de réminiscence du cheval d'orgueil de Jacques Azélias, mais ce n'est pas ça du tout. L'objectif n'est pas d'annihiler, de supprimer, de faire disparaître une forme de langage, c'est bien plutôt de leur donner finalement une nouvelle langue qui est différente de celle dont ils usent au quotidien et qui leur permet d'accéder à un nouveau monde, à un nouvel univers qui les sort de ce qui était évoqué aussi tout à l'heure, de leur quotidien véhiculé par la télé ou autre, qui leur permet d'accéder à un niveau de connaissance, un niveau de recherche, un niveau de réflexion supérieur. Alors, il est évident que si pour l'élève lambda, je dirais, la question de la maîtrise d'un langage approprié est délicate, il va de soi que pour les élèves allophones, c'est encore bien plus complexe. Et c'est le troisième point de cette première partie, le cas des élèves allophones. Alors, ces derniers sont nombreux dans l'établissement et ils sont d'ailleurs révélateurs des soubresauts du monde. Ils nous parviennent très régulièrement en cours d'année, par vagues successives. Ils nous parviennent sans aucune maîtrise du français, ou alors avec une maîtrise vraiment très, très, très lacunaire. Il m'est arrivé parfois d'avoir jusqu'à 25% de mes élèves dans cette situation, dans une classe. Alors, vous mesurez à quel point ça peut devenir là aussi un véritable défi. D'ordinaire, nous nous situons plutôt avec 3 à 4 élèves allophones par classe. Et puis, ceux qui arrivent au début sont donc complètement dans la méconnaissance totale du français. Et puis, dans la mesure où ils bénéficient de cours spécifiques, ils vont pouvoir progressivement acquérir la maîtrise du français. Et donc, nous avons toujours dans nos classes, quoi qu'il arrive, des élèves qui sont d'anciens allophones et qui donc ont une maîtrise du français parfois lacunaire avec laquelle il faut travailler. Ces éléments, ces élèves sont un défi en eux-mêmes, puisque nous avons tout à leur transmettre. Sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, tout est à construire. Et dans ce cas précis, le vecteur privilégié, celui que je privilégie en tout cas, est celui de l'imprégnation et du mimétisme, que j'aborde à nouveau plus loin dans le cadre de l'exemplarité, donc j'en reparlerai dans ma troisième partie. La situation traversée par les élèves qui nous arrivent de ces pays étrangers est souvent une situation qui a été très délicate, très rude, qui a induit de leur part une méfiance, une agressivité et régulièrement une moindre disponibilité aux enseignements, puisqu'ils ne sont pas dans un état d'esprit de venir pour acquérir des connaissances en raison des perturbations qui sont les leurs, encore des angoisses qui sont les leurs. Cette situation, donc, nous la rencontrons pour beaucoup d'élèves et c'est pour eux, ces élèves allophones, qu'elle est vraiment la plus problématique. C'est pourquoi il est nécessaire d'adapter un enseignement en leur faveur. Cet enseignement, c'est celui de ce qu'on nomme le FLS, le français langue de scolarisation, ou français langue seconde, qui était autrefois le FLE, français langue étrangère. Et à travers ces cours, à travers ce qui peut leur être dispensé, eh bien, on est bien au-delà des simples connaissances scolaires. Il y a naturellement tout un volet culturel qui est essentiel, puisque c'est cet aspect culturel qui va permettre ensuite l'intégration de l'élève dans la société. Et si c'est un but de l'école, il est à atteindre. Alors, ce véritable défi qui est crucial pour ces élèves, il
il est à relever au quotidien dans l'ensemble des cours qui sont dispensés par l'ensemble des professeurs. L'école, en tout cas l'école telle que je la vis au quotidien, semble ainsi confrontée au défi qui peut sembler être une difficulté, qui consiste à donner des clés, des codes sociaux, des codes comportementaux, dont l'objectif est de permettre l'intégration au corps social. On est donc au-delà de la simple transmission de la connaissance, comme on pouvait l'évoquer dans un précédent exposé aussi. Le cadre de l'instruction publique, comme on l'a défini ici autrefois, est donc une fois de plus largement dépassé. Et c'est bien une question d'éducation qui se met en avant avec tous les éléments de complexité qui ont pu être évoqués. Alors, plusieurs fois, j'ai sous-entendu le fait qu'il était nécessaire qu'une bonne relation puisse s'établir entre l'enseignant et l'élève afin de favoriser la transmission, puisqu'il ne peut pas avoir de transmission, selon moi, de la connaissance sans une relation de confiance. Et que ce soit le professeur Berthoud ou que ce soit Madame Abray, ces deux éléments ont été évoqués antérieurement. Donc, j'aborde ici ma deuxième partie que j'ai intitulée « Mériter la confiance », dans laquelle j'aurai 3 temps à nouveau. La place du temps, précisément, la notion de stabilité, et puis l'investissement. Alors, le professeur Berthoud a évoqué brillamment ce matin le lien qui existait entre autorité et confiance. Et puis, c'est quelque chose qui a été repris ensuite par Madame Abray. Et je suis bien sûr pleinement convaincu de cette alliance, de cette union, de ce qui doit exister entre ces deux éléments. Et qu'on est au-delà de la stricte bienveillance, qui est pourtant un mot extrêmement récurrent que l'on peut avoir dans nos établissements. Alors, cette confiance, je considère qu'elle doit être réciproque et qu'elle est à construire, bien sûr, à deux, c'est évident. Et je constate aussi que si, en tant qu'enseignant, je souhaite que les choses fonctionnent, eh bien, c'est à nous, enseignants, de faire le premier pas. Il y a donc une démarche à la fois d'humilité, mais cette démarche d'humilité, elle est aussi à vivre dans une forme d'autorité, dans un esprit d'autorité. Et ça ne me semble pas du tout antinomique. Alors pour que cette confiance puisse se mettre véritablement en place, premier temps, eh bien, il faut justement du temps, donc la place du temps. Afin de créer une relation de confiance, il faut parvenir à s'apprivoiser, à s'habiller le cœur, comme aurait dit le Petit Prince, ou plutôt Saint-Exupéry, le faisant dire à ses personnages. Et cela demande du temps. Alors, cette question, elle est cruciale et elle est cruelle en même temps. Parce que le temps de la transmission, c'est un temps long. Et vous comprenez que les horaires qui sont impartis par les programmes, qui font que je vais voir mes élèves 3 heures par semaine, les dites 3 heures étant d'ailleurs réparties par un logiciel avec des incohérences pédagogiques consternantes et calamiteuses, face auxquelles je ne peux rien, puisque le logiciel est dans cette situation tout puissant, eh bien, je dois faire face. Et 3 heures par semaine pour transmettre à des élèves dont on a entrevu les difficultés des éléments essentiels de la culture, c'est quelque chose qui est peut-être même au-delà du défi. Alors, comment assurer, dans ce contexte, cette mission de la transmission et de l'enseignement, quelque chose qui soit finalement digne de ce nom en tout cas, ou qui s'en approche le plus? Lorsqu'on pense aux artisans, lorsqu'on pense aux sportifs, lorsqu'on pense aux musiciens, nous savons que pour qu'ils accèdent à la maîtrise de leur art, eh bien, c'est au terme de longues années de répétition qu'ils le peuvent. Et il faudrait donc que, me concernant, la maîtrise de la rédaction, par exemple, ce soit fait avec quelques heures par-ci, par-là. Il faudrait qu'en mathématiques, tout ce qui est la pensée mathématique ou la mémorisation du vocabulaire
dans une langue nouvelle se fasse là aussi uniquement à travers ces quelques heures hebdomadaires, eh bien, vous avez compris à quel point c'est illusoire, d'autant plus que pour beaucoup de nos élèves, le seul temps où ils vont pouvoir travailler, parler français même parfois, c'est simplement le temps de l'école. Et que même si pour beaucoup les semaines leur semblent fort longues, eh bien au final, ça n'est pas si long et si important que ça. Donc, ça oblige à avoir la mise en place de pédagogie. Je ne vais pas ici présenter les débats de la pédagogie, mais je rejoins parfaitement ce qui a été dit dans l'exposé précédent, c'est que il faut savoir faire feu de tout bois et que ne pas s'enfermer dans une vision dogmatique, ce qui parfois pourrait être malheureusement le cas, et être capable de prendre tout ce qu'il peut y avoir de bon dans les différentes pédagogies. Alors, mon expérience m'oblige à être réaliste, et dans la mesure où je sais qu'il est inenvisageable de penser à un allègement des horaires, quels sont les autres leviers qui restent à ma disposition pour essayer d'assurer une transmission des connaissances, puisque je n'en ai pas toujours le temps? Eh bien, ça m'amène à mon second point de cette seconde partie, qui est la stabilité. Et là, je dois dire que j'ai été marqué par une phrase de l'exposé précédent de Madame Abray, la nécessité de regarder l'enfant avec les yeux du Christ. C'est quelque chose, bien sûr, auquel je crois fermement, que j'essaye véritablement d'appliquer. C'est ce que je disais en introduction, essayer d'avoir une manière d'enseigner chrétienne dans un établissement laïque finalement, parce que c'est un peu ça mon paradoxe. Alors naturellement, au quotidien, nous mettons en place, entre enseignants, des pratiques transversales qui ont pour but d'essayer justement de pallier ce manque de temps que nous avons les uns et les autres. Elles fonctionnent, mais elles fonctionnent uniquement pour les bons élèves. Ces derniers sont toujours capables de se sortir de toutes les situations complexes. Donc ça fonctionne uniquement pour les meilleurs. De ce fait, eh bien, je ne suis pas trop concerné par ces dernières, puisque mon quotidien, c'est plutôt d'avoir des élèves en difficulté. Alors, la stabilité, je l'entends dans le sens où c'est ce qui me permet d'offrir un cadre sécurisant, un cadre rassurant à l'élève, lequel est vraiment primordial pour ceux qui sont dans une situation de fragilité et que nous accueillons majoritairement. En outre, et là, c'est plutôt des éléments mis en avant par le professeur Berthoud aussi ce matin, en outre, dans une société ou dans des familles qui offrent si peu de stabilité, qui peuvent être finalement très, très anxiogènes pour les élèves, comment envisager que ces derniers puissent être disponibles aux enseignements? Comment peut-on les rendre capables d'accueillir ce que l'on va leur donner, ce que l'on va souhaiter leur transmettre? Il faut donc instaurer au collège ce qu'ils ne peuvent pas recevoir, ce qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux. Et c'est donc un véritable défi. Il faut créer un contexte propice à l'acquisition. Parce que vous savez très bien à quoi peuvent ressembler les intérieurs des élèves, où ils sont confrontés à l'agitation, aux petits frères, aux petites sœurs qui sont là, à la télévision, etc. etc. Donc, il faut pouvoir créer ce contexte propice à l'acquisition. D'autant plus que force est de constater que les élèves ne viennent pas au collège en se disant voilà, encore une belle journée, je viens pour travailler et apprendre, j'ai le désir de m'enrichir intellectuellement, j'ai le désir d'y parvenir et je vais mettre tout en place pour y parvenir, je vais être sage et attentif. Bon, ça, c'est la situation qu'on a chez quelques-uns, c'est très, très rare. Alors, naturellement, je suis bien conscient du fait que cela conduit à peut se retrouver dans d'autres établissements. Mais véritablement, c'est quelque chose de prégnant dans mon quotidien. Euh, pour parvenir à mettre en place cette stabilité, il est nécessaire que l'ensemble des enseignants fonctionnent le plus possible avec la même méthode, puisque justement, créer un cadre rassurant, créer quelque chose qui va mettre en place une forme
de cocon dans lequel on sait que ce qui va se développer, c'est un échange, une transmission. Ça demande une stabilité, mais pas seulement dans une matière, dans l'ensemble des matières, dans l'ensemble des cours. Et dans un établissement comme le mien, où vous avez à peu près parfois jusqu'à 60% de changements et de mutations par an, vous vous rendez compte que c'est très complexe de mettre en place un état d'esprit, un esprit d'établissement, pourrait-on dire, et que ce qu'on essaye de maintenir, de faire en sorte que les choses fonctionnent avec les élèves, ça devient très délicat. Il y a un noyau dur, pourrait-on dire, d'enseignants qui tentent de préserver quelque chose et qui essayent de transmettre aussi, dans un premier temps, aux enseignants eux-mêmes les choses pour que le contexte favorable à la transmission vers les élèves puisse se faire. Alors, je considère aussi que, parce qu'on me dit parfois, bon, 17 ans dans le même établissement, il serait peut-être temps de changer, de tourner, d'aller voir ailleurs, etc. C'est en effet une manière de voir et une question de point de vue. Me concernant, je considère que c'est une grâce aussi de pouvoir rester comme ça dans la durée, dans la stabilité. C'est véritablement une grâce parce qu'il faut encaisser beaucoup de choses au quotidien qui ne sont pas forcément faciles et il faut réussir à choisir de rester dans la durée par fidélité, là aussi, à une mission, à une vision finalement d'une mission aussi qui est l'enseignement. Dans mon établissement, on a mis en place, on a installé de très très nombreux dispositifs dont vous avez sans doute entendu parler, tout ce qui est les aides pédagogiques, les devoirs faits, etc. C'est véritablement quelque chose de très important. Et ça me conduit directement au troisième point de cette seconde partie, pardon, qui est la question de l'investissement. Alors cette question, telle que je la vis, elle rejoint modestement la réflexion du professeur Berthoud ce matin sur l'ultramodernité qui ne s'engage pas et qui a tendance à rejeter l'autorité. Et donc je pense que pour montrer aux élèves qu'on est là pour créer quelque chose avec eux et que cette autorité qu'on a, elle est aussi un ministère, pourrait-on dire, un service, ça passe par l'investissement. Il est frappant de voir que lorsque l'élève se rend compte de l'investissement qu'on a en sa faveur, qu'on fait pour lui, la relation évolue véritablement très bien. Alors mon établissement, après être passé par les statuts de ZEP, puis de RAR, puis d'Éclair, puis de REP+, après avoir connu toutes ces évolutions, après s'être vu attribuer des moyens supplémentaires dont on sait aussi qu'ils sont susceptibles de disparaître à chaque fois que nous avons une évaluation. Pardon. Et là, je rejoins aussi l'aspect évaluation qui n'est pas anxiogène, stressant et que pour les élèves, puisque l'établissement, lorsqu'il est évalué lui aussi par les instances supérieures et qu'il doit défendre sa vision, son projet, sa manière de faire pour essayer de conserver ce qui lui a été alloué. Bon, c'est des situations aussi susceptibles de créer des tensions et de l'inquiétude. Eh bien, ces moyens supplémentaires, lorsqu'ils nous sont alloués, nous permettent de nous investir, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Alors, ces dispositifs d'aide, l'aide pédagogique, l'aide aux devoirs, les devoirs faits, dont certains ont été découverts après le premier déconfinement, ces dispositifs qui peuvent avoir des aspects usine à gaz, il faut bien le dire, même si c'est d'une manière un peu triviale, sont toujours là avec l'objectif d'aider l'élève, surtout au moment des devoirs. Parce que les devoirs, surtout lorsqu'ils sont réalisés à la maison, sont une source de tension. Alors le confinement a permis à beaucoup de parents de découvrir que le fait de vouloir enseigner quelque chose pouvait être une source de tension en soi, mais les devoirs le sont très régulièrement aussi.
Et nous avons à cœur, dans mon établissement, d'essayer de garder au plus proche de nous ce temps, afin que dans les familles, et ce soit plus des moments de paix et d'échange qui puissent exister entre les parents et les enfants lorsqu'ils ont la chance d'être ensemble, et d'éviter que ce soit des moments de tension, au contraire. J'ajoute que naturellement, ce sont plutôt les enseignants qui vont être aptes à transmettre, à faire les devoirs avec les enfants, plus que les parents. Y compris sur le plan de la méthodologie, par exemple. Et vous pensez bien que Châtellerault, cité de Descartes, la méthode, c'est quelque chose qui reste aussi très important, et pour l'historien que je suis aussi. Alors, ces progrès dans la méthode, par exemple, ce sont ceux qui vont pouvoir permettre aux élèves d'envisager une autonomie, une liberté, pour pouvoir tenter de franchir les limites de la carte scolaire. Parce que la carte scolaire, c'est celle qui fait qu'en fonction de là où vous résidez, vous allez aller dans tel ou tel établissement qui vous est alloué, sauf à bénéficier d'une mesure de dérogation. Mais pour obtenir la dérogation, voilà, il y a généralement un aspect dossier, pourrait-on dire. Alors, les phases d'orientation sont toujours des temps délicats pour essayer de permettre aux élèves de faire véritablement un choix. Un choix qui ne sera pas le choix par défaut du lycée de secteur, mais qui pourra être le choix d'un lycée dans lequel ils vont pouvoir accéder à l'enseignement qui leur permettra de s'épanouir ou d'accéder à leurs rêves. Et j'ajoute aussi un aspect qui a été évoqué ce matin à travers les questions sur l'islam, à la suite de l'intervention du professeur Berthoud. On se rend compte que c'est surtout un travail à effectuer auprès des jeunes filles, puisque pour les jeunes filles, d'une manière quasiment automatique, si elles se rendent au lycée, c'est le lycée de secteur, parce que l'objectif, c'est rester dans la cité, c'est rester là, à proximité de la famille. Donc, on a un gros travail à effectuer de ce côté-là pour essayer de révéler aux élèves qu'il y a quelque chose d'autre qui peut exister pour eux, qu'ils peuvent s'autoriser l'ambition, qu'ils peuvent souhaiter se dépasser, et que nous sommes là pour les aider dans ce sens, pour qu'ils puissent y parvenir. Je voudrais juste aussi évoquer quelque chose d'assez spécifique, d'autant plus spécifique que c'est quelque chose que je pratique avec assiduité, qui est le dispositif qu'on appelle école ouverte. École ouverte, dans le cadre des REP+, c'est la possibilité pour les enseignants volontaires de proposer aux élèves, là aussi volontaires, des activités durant les vacances. Alors, dans la mesure où c'est mon dada, le patrimoine local, par exemple, eh bien, ça fait 13 ans que je propose aux vacances de Toussaint, de février, d'avril et de juillet, où je propose des sorties et des activités à mes élèves en vélo et avec camping, quand on a le droit, sortie 3 jours. Mais ça, c'était avant Vigipirate. Et puis sinon, des sorties en bus sur la journée. Alors, ça a un petit côté Troisième République, tout ça, ça fait un petit peu sortie en nature et leçon de choses. Mais ce sont vraiment des moments extraordinaires, puisque vous partez avec des élèves qui veulent partir avec vous. Donc, il y a un choix qui s'est opéré. Et puis, ils savent ce qu'ils vont voir. Ils savent qu'ils vont voir telle abbaye, ou qu'ils vont voir tel château, ou qu'ils vont faire 30 km en vélo pour le voir. Donc, il y a l'aspect je choisis de faire ça. Et ces volontaires, ce ne sont pas forcément les meilleurs élèves. Ça peut être aussi des élèves qui ont juste envie de sortir de leur quartier gratuitement pendant une journée. Ça peut être aussi ceux qui ont vraiment envie de découvrir quelque chose. Ça peut être ceux qui veulent simplement être avec leurs copains. Quoi qu'il en soit, c'est un temps extrascolaire où on vit pourtant quelque chose d'éminemment scolaire, dans la mesure où il va y avoir, et peut-être d'une manière plus facile que jamais, parce que c'est une autre forme de pédagogie finalement aussi, des connaissances, des compétences, des relations humaines, un travail sur son caractère, enfin, vous voyez, tous ces aspects-là qui peuvent ressortir et qui peuvent à nouveau transparaître.
En effet, ces moments sont donc des moments très efficaces. Je mets efficaces entre guillemets, mais ils le sont quand même pour établir quelque chose de différent, de nouveau avec les élèves. Alors le vrai défi par rapport à tout ça, puisque ça paraît tellement idéal, ce serait de pouvoir développer, de pouvoir amplifier cela. Ceci étant, dans la mesure où ça ne se déroule que durant les vacances et que avec les enseignants volontaires et les élèves volontaires, eh bien vous vous rendez compte des aspects très limités que ça peut revêtir. Dans mon établissement, il faut bien reconnaître que ces dernières années, nous ne sommes plus que deux à pratiquer ce genre d'activité. Alors, au cours de ces sorties, il y a naturellement une ambiance très différente de celle qu'on peut vivre dans une classe quand vous êtes avec vos 25 collégiens qui sont là parce qu'ils n'ont pas choisi, parce qu'ils n'ont pas voulu pour la plupart, parce qu'ils ne souhaitent pas, pour étudier en plus quelque chose qui ne va pas forcément les intéresser. Alors, ça me conduit naturellement à aborder ma troisième et dernière partie, qui sera ce que je vais appeler la bonne ambiance de travail. Ça peut paraître très simple, très trivial, et je place pourtant cette thématique au cœur de mon travail. Et pour aborder cette troisième partie, la bonne ambiance de travail, j'aurai à nouveau 3 points: le calme, l'exemplarité et l'exigence. Ce seront mes 3 sous-parties. Alors, je n'ai pas choisi de parler de contexte auditif, de bien-être ou de quoi que ce soit, mais je pense que je préfère rester à cette formule toute simple. Il est important d'avoir une bonne ambiance pour pouvoir travailler. C'est quelque chose d'éminemment concret. Euh, mais c'est aussi quelque chose d'éminemment nécessaire. Alors, nous n'avons peut-être pas tous la même définition de ce qu'est la bonne ambiance, mais il n'en demeure pas moins que c'est là aussi un défi à relever, créer le contexte de travail, créer le contexte de compréhension, faire en sorte que les élèves puissent acquérir quelque chose. Alors, en ce qui me concerne, j'ai à cœur de les extraire de l'agitation qui est la leur et qui est leur quotidien, lorsqu'ils sont chez eux ou lorsqu'ils sont dans la cité ou lorsqu'ils sont dans la cour de récréation. Donc, dans un premier temps, premier sous-point, ce sera le calme. Alors, naturellement, nous n'avons pas tous la même tolérance face au bruit. Toutes les matières ne s'enseignent pas de la même manière. Et beaucoup de nos élèves, il faut bien le dire, sont aussi effrayés par le silence. Ça, c'est quelque chose que je vérifie régulièrement parce qu'ils le disent tout simplement. Alors, c'est pas aussi bien dit que le philosophe, mais le silence les effraie. Alors pourtant, je n'en démords pas. Le calme et son corollaire, donc le silence, sont pour moi essentiels. Et je considère qu'ils s'obtiennent par l'exercice d'une autorité bien vécue qui ne sera pas un abus de pouvoir ou un autoritarisme. Donc face à l'hétérogénéité de nos classes de 25 en collège en moyenne, face aux difficultés, face aux problèmes de langage, face aussi maintenant, il ne faut pas l'oublier, au port du masque, qui est véritablement un handicap, surtout pour les élèves les plus en difficulté ou qui maîtrisent le moins la langue. Eh bien, face à tout cela, il est impossible, selon moi, de bien travailler si l'on n'est pas dans le calme. Alors, nous parlions de stabilité tout à l'heure. C'est celle des rituels mis en place qui permet d'y accéder. La mise en rang avant de rentrer en classe, le fait de rester debout avant de se saluer. Voilà, tous ces éléments qui peuvent paraître parfois un petit peu dépassés ou surannés, mais qui constituent aussi l'établissement d'un cadre et puis qui permettent de comprendre que ça y est, quelque chose de neuf se met en place. Donc, ces cadres qui se mettent en place, ils ont pour objectif de lutter contre l'agitation des élèves et ils permettent de rendre l'élève attentif, disponible. Et c'est là que le véritable travail de transmission va pouvoir se faire. C'est là qu'on aura le temps nécessaire pour essayer de s'approcher de l'un ou de l'autre.
Alors, vous mesurez quand même à quel point c'est très relatif tout ça, puisque 50 minutes de cours, 25 élèves par classe, je rationalise, 2 minutes par élève. Bon, c'est très compliqué de faire quelque chose de bien, d'où la nécessité d'essayer de parler à la collectivité le plus possible lorsqu'on le peut. Et je pense que ce calme, cette paix, ce silence, ils peuvent aussi se mettre en place à travers mon deuxième sous-point, qui est celui de l'exemplarité. Alors, le Christ nous appelle en effet à un idéal de perfection, et je rejoins ici ce qui a été dit par Madame Abray lorsqu'elle évoquait la place de l'enseignement ou la question des valeurs. C'est quelque chose que j'essaye de vivre pleinement au quotidien en tant qu'enseignant chrétien dans un collège laïque. L'idée que je me fais de la sainteté, eh bien, c'est que ça passe aussi par ma sanctification dans mon travail, à travers mon métier, à travers mon quotidien, et que j'ai à être, moi aussi, un exemple pour ceux qui me sont confiés par la Providence. Alors, cette exemplarité, je la place naturellement sur le plan strictement professionnel, je dirais les connaissances, les compétences. Je me dois d'être à la hauteur de ce que je vais transmettre, ou plutôt de mes élèves dans ce que je vais transmettre. Il faut que mes propos soient clairs, soient documentés, que je sois au courant de la recherche, que ce soit scientifique ou pédagogique autant que possible, etc. Cela nous incombe à tous. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué cette fameuse baisse de niveau. Je ne pense pas qu'elle soit le simple fait des élèves. Lorsque je constate ce que sont capables de faire certains, et ça sera mon dernier point tout à l'heure, je pense que c'est peut-être quelque chose d'illusoire dans une certaine mesure, cette fameuse baisse de niveau. Pour l'heure, cette exemplarité, j'ai plaisir à tenter de la vivre au quotidien. Je la place donc dans le domaine des connaissances, je la place aussi dans le domaine du langage qu'on évoquait tout à l'heure. Veiller à avoir la langue la plus soutenue possible, la plus accessible possible. Je la place dans le domaine du vêtement. Ça m'évite d'avoir à avoir les mêmes problèmes que ceux qui furent évoqués au mois de septembre pour ces fameux problèmes de vêtements. Comment devait-on s'habiller pour venir au collège ou au lycée? Quelle était la manière républicaine de se vêtir pour venir au collège ou au lycée? Les élèves comprennent très facilement, il suffit qu'ils regardent comment sont vêtus les adultes et ils comprennent qu'il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Je vais y avoir cette exemplarité aussi dans le domaine de la disponibilité, afin que les élèves se rendent compte qu'on est là pour eux lorsqu'ils en ont besoin. Donc, dans finalement le plus de domaines possible, et y compris aussi une exemplarité peut-être même dans le respect de la laïcité. Mes élèves me voient le jeudi soir traverser la cité pour me rendre au sous-sol de l'église qui se trouve au milieu des immeubles pour me rendre à mon groupe de prière. Ils savent que je vais à la messe, ils connaissent ma foi. Je n'ai jamais eu aucune remarque à ce propos et surtout pas de remarques désobligeantes. Et je pense que c'est ce qui me permet aussi de pouvoir aborder d'une manière assez paisible, je dirais, cette question de la laïcité qui peut toujours provoquer des débats, des tensions avec les élèves qu'on a, tout simplement parce qu'ils voient que finalement, je suis tenté de dire que je m'applique à moi-même ce que je leur demande de vivre. Et je vais donc pouvoir terminer ici avec mon dernier point, la question de l'exigence, qui essaie finalement de n'attendre des autres que ce qu'on peut s'appliquer à soi-même. Cette exigence, je la formule en début d'année auprès des parents d'élèves et des élèves en leur disant que je leur demanderai bien plus que ce que les programmes envisagent. Ça se passe toujours bien. Vous avez naturellement quelques protestations de forme, je dirais, surtout lorsque les élèves vous disent « Oui, mais alors c'est plus facile chez monsieur machin ou madame bidule, c'est plus facile chez les autres. » Oui, mais lorsqu'on leur explique le pourquoi de cette exigence, lorsqu'on leur explique que finalement on pense qu'ils sont capables de s'élever, qu'ils sont capables d'accéder à quelque chose de plus que ce qu'on leur demande, eh bien, ils sont partants là aussi, ils relèvent le défi, parce que pour eux aussi c'est un défi.
Et on peut alors se mettre en place avec eux quelque chose de nouveau, une construction. Et si je continue à agir de la sorte tous les ans, c'est parce que tout simplement, j'ai aussi tous les ans des retours de la part d'anciens élèves qui m'expliquent qu'ils se sont bien rendus compte à quel point ça leur avait été profitable dans le cadre de leurs études. En effet, lorsque je constate qu'un élève de sixième est capable de produire, par exemple en termes de rédaction, lorsqu'on le guide, lorsqu'on l'aide, eh bien, je me dis qu'il est dommage d'attendre la quatrième pour avoir le même niveau d'exigence. Alors, un des défis majeurs de l'enseignement public pourrait bien être alors celui de parvenir à regarder les élèves comme doués d'un potentiel à développer dès le plus jeune âge, euh, par une exigence raisonnée, mesurée, adaptée, en veillant à en permettre à chacun de révéler son maximum et pas uniquement d'atteindre un niveau moyen prédéfini. En conclusion, je dirais donc que transmettre des connaissances, des compétences, une manière d'être et de se comporter, voilà bien le défi quotidien, à la fois de la société, mais aussi de l'enseignement public, qui laisse bien souvent d'ailleurs les enseignants désemparés face à une société et à des élèves qui voient certes leurs difficultés s'accroître et qui attendent aussi peut-être finalement beaucoup de nous, qui attendent peut-être aussi un regard de confiance et une véritable exigence, leur disant « je crois que tu peux le faire et je t'accompagne pour cela ». Je vous remercie. Bien, merci, Monsieur Mastorgio. Donc, pour respecter l'horaire, je propose aux personnes qui assistent d'écrire leurs questions et on les reprendra en fin de journée à la discussion générale. Sinon, on va arriver trop tard à la pause. Mais ceci dit, c'était très intéressant. Merci beaucoup.